Quel pouvoir obscur les plongeurs de sauvetage ont-ils découvert en tombant sur une épave oubliée au fond de la mer? Des archives scellées aux découvertes majeures dans cette enquête. Aujourd'hui, nous déterrons ce secret nazi, franchissant des secrets cachés et des témoignages interdits. Numéro 18, le commencement. La construction du 869 a été ordonnée le 25 août 1941 sous le commandement du capitaine-lieutenant Helmut Neubauer. À cette époque, Neubauer ignorait que ce sous-marin deviendrait sa tombe en seulement quelques années. Après 3 ans de construction, le U-869 était prêt pour le service actif. C'était une bête de 76 mètres de long pour une machine de guerre, avec 6 tubes lance-torpilles et un unique canon de 37 mm à tir rapide sur sa plateforme arrière, un adversaire auquel aucun cuirassé ne voudrait se frotter. Le U-869 était un tueur silencieux mais mortel en mer. Mais avant de pouvoir accomplir la moindre mission, le sous-marin et son équipage ont dû passer 1 an à s'entraîner pour la guerre. La plupart des membres d'équipage du 869 étaient de jeunes recrues, avec seulement quelques combattants vétérans à bord. Gardez cela en tête, car ce sera important plus tard. Numéro 17, le premier voyage. En 1944, le U-869 était prêt pour sa première mission. L'ordre est arrivé. Le sous-marin devait effectuer une patrouille complète de l'océan Atlantique. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pendant tout son voyage, le sous-marin n'a croisé aucun navire ennemi. Cela a dû être un grand soulagement pour les marins à bord, mais ils étaient loin de se douter des horreurs qui les attendaient. Car lorsque le commandement nazi a donné le second ordre pour que le U-869 se dirige vers le détroit de Gibraltar, cet ordre n'a jamais été exécuté. Au lieu de cela, le U-869, un sous-marin hautement modifié avec un équipage entraîné, a tout simplement disparu. Il n'y a eu aucune communication radio, aucune réponse, plus aucun contact. Rien que le silence radio. Où est passé le navire? C'était une question à laquelle même les historiens ne pouvaient pas répondre. Numéro 16, la dissimulation. C'est alors que le gouvernement américain a proposé une explication. Selon eux, le destroyer américain USS Fowler et le chasseur de sous-marins français Lynx sont entrés en contact avec un navire ennemi submergé près de Rabat. Ils ont déployé des charges de profondeur et ont affirmé avoir coulé le navire jusqu'aux profondeurs de l'océan. Les autorités américaines ont maintenu cette affirmation. Le navire coulé a été identifié comme étant le U-869 sur la base d'une simple supposition, et cela est rapidement entré dans l'histoire. Cette version du naufrage de U-869 présentait plusieurs problèmes évidents. Tout d'abord, ceux qui affirmaient l'avoir coulé n'avaient pas aperçu le sous-marin. On a seulement cru qu'il s'agissait de U-869 parce qu'on supposait qu'il se trouvait dans la zone. Ce n'était que des suppositions. De plus, il n'existait aucun rapport ni témoin allemand confirmant la dernière position connue de U-869. Après avoir reçu l'ordre de se diriger vers le détroit de Gibraltar, le sous-marin n'a pratiquement pas donné de réponse. Bien que le protocole exigeait qu'il fournisse des rapports pendant les missions, U-869 ne l'a jamais fait. En fait, il est resté silencieux à la radio et a tout simplement disparu. Les faits avaient été manipulés pour s'adapter à un récit. Un récit qui, par hasard, a offert à la marine américaine une victoire de plus et à l'Allemagne nazie, désormais en ruine, une défaite supplémentaire. Mais ce faux récit a persisté, sans preuve solide pour le contredire. Numéro 15, la douleur. Les familles des 56 membres d'équipage disparus avec U-869 ignoraient le sort de leurs proches. Il n'y avait rien pour se souvenir d'eux, ni épave ni corps, seulement une plaque et un monument. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il faudrait des décennies avant que la vérité sur le véritable destin de U-869 et de son équipage ne soit révélée. Et ce qui a été découvert laisse encore les experts perplexes. Numéro 14, la rencontre improbable. Le premier indice de la découverte imminente n'est pas apparu dans le détroit de Gibraltar, mais de l'autre côté de l'Atlantique Nord. Nous étions en 1991 et Bill Nagle, le légendaire plongeur d'épave, se trouvait dans une auberge en train de discuter avec le capitaine d'un bateau de pêche lorsque ce dernier lui fit une offre alléchante. Il voulait lui donner des informations sur l'épave d'un navire inexploré dans une zone particulièrement dangereuse de l'océan, au large des côtes du New Jersey. Et quand je dis dangereuse, je ne plaisante pas. L'épave se trouvait dans une dépression le long du bord du plateau continental.
C'était une mort assurée pour quiconque, sauf pour le plongeur d'épave le plus expérimenté qui oserait l'explorer. Après tout, l'épave se trouvait à une profondeur de 72 mètres et les forts courants océaniques faisaient que la moindre erreur pouvait avoir des conséquences mortelles. Le capitaine du bateau de pêche lui-même a découvert l'épave lorsque l'un de ses filets s'est accroché à l'énorme objet. En réalité, il ne l'avait pas vu. Explorer cette mystérieuse épave était un pari total. C'était dangereux, rien n'était confirmé et il n'y avait probablement rien de valeur à l'intérieur. Mais pour une raison quelconque, Magle était intéressé, et cette décision à elle seule est devenue le catalyseur de la découverte de l'un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale. Accompagné d'une petite équipe, Magle s'est rendu à l'endroit où les pêcheurs avaient trouvé l'épave. Il n'a emmené aucun amateur avec lui. Dans son équipe se trouvaient, rien de moins, que John Chatterton et Richie Coley, deux plongeurs chevronnés, célèbres pour leur capacité à s'aventurer même dans les épaves les plus dangereuses, là où d'autres échouaient souvent. Numéro 13, la première plongée. Avec les plongeurs prêts, la recherche a commencé. Elle allait être épuisante, dangereuse et, pour certains, mortelle. À l'extrême profondeur où se trouvait l'épave, même un instant d'inattention aurait signifié un désastre. L'eau était trouble, au mieux, avec une visibilité limitée à quelques mètres seulement. Les courants étaient implacables et la faible quantité d'oxygène dans les bouteilles signifiait que les plongeurs avaient peu de temps pour chercher. On raconte qu'ils ont réussi à trouver un sous-marin dans les profondeurs de l'océan, intact depuis son naufrage. Mais un grand mystère planait dans l'air, de quel sous-marin s'agissait-il? Il n'y avait aucune marque d'identification, rien du tout. Sans le savoir, certains de ces plongeurs allaient devoir donner leur vie pour obtenir cette connaissance. Numéro 12, la malédiction du Huo. Le sous-marin était clairement ancien et les plongeurs ont pu l'identifier avec certitude comme datant de la Seconde Guerre mondiale. Mais bien sûr, ils n'avaient aucun moyen de déterminer à quel pays il appartenait, et encore moins de découvrir son nom. Alors, en attendant, Magle et son équipe ont donné au sous-marin un nom provisoire, Huo. Cependant, la découverte fut rapidement assombrie par la tragédie. Vous voyez, après la découverte du Huo, Magle et son équipe ont continué à plonger pour explorer son intérieur. Ils voulaient en savoir plus sur ce navire mystérieux, mais les conditions de plongée extrêmes signifiaient que tôt ou tard, quelqu'un finirait par se blesser. Et je ne parle pas d'un petit accident. Au cours des 4 années où l'équipe a bravé les courants mortels pour atteindre le Huo, 3 plongeurs sont morts. Regardez les archéologues ici en train d'essayer de faire ce travail. Ce que nous essayons de faire, c'est d'identifier l'épave. Il n'y a ni trésor ni butin. Le premier fut Steve Feldman, qui est décédé en 1991 à cause d'une accumulation de CO. Il a fallu 5 mois pour retrouver son corps. L'année suivante, Chris Rouse et son fils Chrissy ont connu un sort similaire à cause d'une maladie de décompression. Chrissy était resté coincé dans l'épave à cause de la chute de débris. Son père est resté pour l'aider, mais dans le processus, ils ont tous les deux consommé trop d'oxygène. Lors de la remontée, le manque d'oxygène les a désorientés, ce qui les a amenés à ignorer les protocoles de décompression et à remonter à la surface sans faire d'arrêt. Ils sont tous les deux morts peu après avoir émergé. L'épave faisait rapidement des victimes. Bientôt, une rumeur a commencé à se répandre parmi les plongeurs. Le Huo était maudit. Et comme pour confirmer ces rumeurs, Magle lui-même est mort d'alcoolisme en 1993. Chaque année, l'épave faisait une victime, que ce soit directement ou indirectement. Numéro 11, une quête sans fin. Chatterton et Coley, les seuls survivants qui restaient à la tête des périlleuses missions de plongée sur le mystérieux Huo, faisaient face à d'importants obstacles pour recruter de nouveaux plongeurs prêts à rejoindre l'équipage. L'atmosphère parmi les candidats potentiels était chargée de superstitions, car tous partageaient la conviction profonde que la plongée était maudite par des forces surnaturelles. Mais, malgré les rumeurs persistantes et la peur généralisée, Chatterton et Coley ont gardé une détermination inébranlable. Au plus profond d'eux-mêmes, ils avaient développé un profond sens du devoir et de la responsabilité envers l'équipage décédé, dont les restes mortels demeuraient silencieusement dans les profondeurs du Huo. 3 coups, 3 tirages ou 3 coups de poing étaient devenus le code universel signalant un danger imminent lors des plongées périlleuses. Les plongeurs expérimentés, conscients de la délicatesse de leur mission, avaient établi 2 règles fondamentales à suivre rigoureusement à chaque descente dans les profondeurs. La première,
dicté par un profond respect, stipulait qu'en aucune circonstance il ne filme rien les restes des courageux marins, dont les corps décomposés demeuraient intacts à l'intérieur du sous-marin. La seconde, tout aussi importante, interdisait toute altération ou perturbation de ces restes sacrés. Leur noble objectif était de restaurer la dignité de ces soldats héroïques, en leur rendant un nom et une identité que le temps et la mer avaient tenté d'effacer. Cependant, cette noble mission s'est révélée extraordinairement difficile. Les avancées de l'enquête furent extrêmement lentes, et le premier indice significatif sur les origines du mystérieux lieu émergea de l'examen minutieux des inscriptions trouvées sur les commandes et les vannes du sous-marin. Les inscriptions, rédigées sans équivoque en allemand, fournirent une base solide pour déduire que le sous-marin était issu de l'ingénierie navale allemande. En se basant sur la localisation géographique de l'épave, les chercheurs ont concentré leur attention sur deux candidats possibles, l'imposant U-550, dont le dernier signalement faisait l'état d'un naufrage à proximité de New York, et l'énigmatique U-521, qui, selon les archives historiques, avait trouvé sa fin près des côtes de la Caroline du Nord. Cependant, après une analyse approfondie des coordonnées, il a été déterminé que les deux navires s'étaient enfoncés à une distance bien trop importante du site de l'épave pour être sérieusement considérés comme l'identité possible du sous-marin retrouvé. Face à cette révélation décourageante, l'enquête s'est retrouvée dans une impasse frustrante, laissant plus de questions que de réponses. Numéro 10, un nouvel histoire. En 1997, lors d'une expédition particulièrement fructueuse, le duo de chercheurs a découvert une autre pièce intrigante du complexe puzzle historique qu'ils tentaient de résoudre. La découverte en question était un couteau à beurre apparemment ordinaire, mais qui portait un détail extraordinaire, une gravure méticuleusement taillée à la main, contrastant nettement avec les logos imprimés typiques de la fabrication industrielle de l'époque. Ce qui rendait cette découverte encore plus significative, c'est que la gravure révélait le nom de l'un des membres de l'équipage, Orenberg. Après un examen approfondi des registres historiques et des documents navals de l'époque, le duo parvint à confirmer que Orenberg correspondait effectivement au nom de famille de l'un des membres d'équipage enregistré du sous-marin U-869. Cependant, cette révélation soulevait une question déconcertante, les registres officiels n'indiquaient-ils pas que le U-869 avait coulé dans les eaux proches des côtes marocaines? D'après la documentation disponible, il semblait pratiquement impossible que le sous-marin ait pu se trouver à l'endroit où reposait l'épave pendant la période de la guerre. Les plongeurs, sans se rendre compte à ce moment-là que le rapport officiel reposait sur des bases historiques potentiellement inexactes ou incomplètes, furent également contraints d'écarter cette théorie pourtant prometteuse. Numéro 9, la grande avancée. Ce n'est qu'au début de l'automne 1997 que les plongeurs firent leur plus grande découverte à ce jour. Au cours d'une des missions d'exploration, ils trouvèrent une boîte de pièces de rechange dans la salle des machines des sous-marins. Et là, dans la boîte, aussi claire que de l'eau de roche, se trouvait un numéro de série. Le mystère du 869 avait-il enfin été résolu? Le numéro de série a été retracé jusqu'au registre du chantier naval qui correspondait directement au 869. Les plongeurs civils avaient réussi. Après des décennies, la fausse histoire qu'on leur avait imposée au sujet du 869 et de son équipage fut enfin clarifiée. Grâce à la dévotion, au sacrifice et à la mort, l'identité de ces soldats perdus en mer fut révélée. Mais pour Kohler, l'histoire n'était pas encore terminée. Il s'est rendu en Allemagne en personne et a remis le couteau gravé au nom de Orenberg à la petite fille du marin. Il a également retrouvé les familles d'autres membres d'équipage pour leur révéler le véritable sort de leurs proches. Numéro 8, la question la plus importante. L'un des mystères les plus intrigants du 869. 69 avait finalement été résolu. Mais, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'enquête historique, lorsqu'une énigme est élucidée, une autre surgit des profondeurs du temps. Comment se fait-il que le sous-marin ait fini par couler si près des côtes du New Jersey alors qu'il avait reçu des ordres précis de se diriger vers Gibraltar? Cette question demeure, encore aujourd'hui, l'une des énigmes les plus déconcertantes entourant ce navire. La théorie qui a le plus gagné en crédibilité parmi les historiens navals suggère que le navire n'a jamais reçu les ordres initiaux. L'explication la plus probable indique qu'il a dû se produire une sorte de défaillance critique dans les systèmes de communication de l'époque et, par conséquent, le sous-marin n'a jamais pu exécuter les instructions qui lui avaient été envoyées. Au lieu de cela, il a poursuivi sa trajectoire initiale vers le New Jersey jusqu'au moment fatidique de son naufrage. Cependant, cette théorie, qui semblait si solide jusqu'à récemment, a été remise en question par une découverte surprenante faite dans l'un des compartiments réservés du 869.
Mais avant de plonger dans les détails de cette découverte révélatrice, il y a un autre mystère tout aussi fascinant qui requiert immédiatement notre attention. Et ce mystère, peut-être le plus intrigant de tous, consiste à comprendre comment le HUC-869, qui représentait sans aucun doute l'un des sous-marins les plus avancés et sophistiqués de son époque, a fini par sombrer dans les eaux de l'oubli historique. Numéro 7. Les dégâts. Selon les rapports détaillés des plongeurs qui ont découvert et examiné minutieusement l'épave, l'embarcation présentait des dommages structurels d'une gravité considérable. Et il est important de souligner que tous ces dégâts n'étaient pas simplement attribuables au processus naturel d'oxydation et de décomposition sous-marine. Le flanc bâbord de la salle de contrôle du sous-marin, une zone critique pour l'opération du navire, a été pratiquement entièrement détruit, une circonstance qui est devenue l'un des principaux obstacles ayant compliqué et considérablement retardé le processus d'identification de l'épave. Au cours de l'enquête, il a été découvert que de nombreux documents et registres officiels, qui auraient été essentiels pour établir l'identité précise du navire, avaient été complètement détruits lors de la violente explosion qui a dévasté la salle de contrôle. Comme autre dommage important, la structure de la coque sur le flanc bâbord de la cabine des officiers a subi des détériorations substantielles. Les enquêteurs sont parvenus à la conclusion théorique que le HUC-869 a été victime d'au moins 2 explosions dévastatrices et que la destruction qui a suivi s'est déroulée de manière extraordinairement rapide et catastrophique. Un détail particulièrement révélateur et troublant est que les corps des membres d'équipage ont été retrouvés dans des positions indiquant qu'ils ne se trouvaient pas à proximité des capsules de sauvetage prévues à cet effet. Les preuves suggèrent que leur décès a été instantané, totalement inattendu et, malheureusement, accompagné d'une souffrance considérable. Le personnel est resté piégé à ses postes de service respectifs, sans la moindre chance d'exécuter les protocoles d'urgence ou de tenter des mesures de sauvetage. La question qui persiste entre les enquêteurs est la suivante: quel type d'événement catastrophique a bien pu déclencher une destruction aussi totale et dévastatrice? Jusqu'à présent, il n'a pas été possible d'établir une explication définitive et concluante qui réponde à tous les critères scientifiques. Les preuves physiques disponibles, bien que significatives, ne suffisent pas à établir une cause sans équivoque. Cependant, ce que nous avons à notre disposition, c'est un ensemble de théories méticuleusement élaborées qui pourraient éclairer les circonstances précises ayant conduit au tragique naufrage du HUC-869. Numéro 6. Un tournant malheureux. La première théorie est liée à un problème courant avec les torpilles des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Parfois, les sous-marins tiraient une torpille et, à cause d'une défaillance ou d'un mauvais fonctionnement du gyroscope, la torpille tournait en rond et se dirigeait vers le sous-marin qui l'avait lancé. Le résultat, comme on peut l'imaginer, fut désastreux, le sous-marin a coulé à cause de sa propre torpille. Ce phénomène était appelé « parcours circulaire » et, selon certains experts, le HUC-869 a subi le même problème. Mais pourquoi le sous-marin a-t-il tiré une torpille au départ? Il y a 2 réponses, soit le HUC-869 a tiré sur un navire que l'équipage avait repéré, soit il s'agissait d'un tir d'essai. Quoi qu'il en soit, la torpille a brusquement viré et a percuté le sous-marin. Cela semble être une explication assez raisonnable. Cependant, cette théorie présente plusieurs problèmes. Premièrement, il n'existe aucune preuve qu'un navire ait été témoin d'une explosion de ce type. Deuxièmement, le parcours circulaire était un problème connu des torpilles allemandes. L'équipage du HUC-869 était sans doute inexpérimenté, mais il était aussi hautement qualifié. Ils auraient su que la meilleure contre-mesure dans une telle situation était simplement de changer la profondeur du sous-marin pour éviter un impact. Il est certain que l'équipage n'aurait pas été victime d'un événement aussi inhabituel. Le hérisson se compose d'une trentaine de petites bandes. Chaque bande pèse environ 13,6 kg. Un impact de 13,6 kg contre la coque d'un sous-marin est mortel. Numéro 5. On chasse et on tue. C'est pourquoi les experts ont élaboré une seconde théorie. Cette version attribue le naufrage du HUC-869 à 2 destroyers d'escorte américains, l'USS Howard Des Crow et l'USS Quaney. Selon les rapports, les 2 navires sont tombés sur ce qu'ils pensaient être un sous-marin allemand au large des côtes du New Jersey. 14 minutes après le contact, l'un des navires a tiré des missiles d'anti-sous-marins sur la cible. L'autre navire a rejoint l'attaque, lançant des charges de profondeur. À chaque explosion, des bulles et du pétrole remontaient à la surface, 2 signes d'un impact. Après avoir continué l'attaque pendant un certain temps,
les destroyers ont repris leur route pour accompagner le navire qu'ils escortaient. Certains experts affirment que cette rencontre a provoqué le naufrage du 869, car l'explosion a touché la coque du sous-marin et l'a endommagé. Mais, tout comme la théorie précédente, celle-ci présente également quelques problèmes. Le principal, c'est que l'épave se trouve à 74 km de l'endroit où les destroyers affirmaient avoir eu la rencontre. Cette distance est bien trop grande pour être crédible. Aucun sous-marin ayant subi autant d'impact n'aurait pu aller aussi loin. Et à en juger par l'emplacement des corps de l'équipage, leur mort a été instantanée. Ils n'ont pas eu le temps de déplacer le sous-marin de 74 km avant qu'il ne coule. Cependant, le gouvernement américain a choisi d'ignorer ces contradictions. Selon la marine américaine, c'est la version officielle de ce qui est arrivé au U-869. Il est compréhensible qu'ils aient choisi cette version. Après tout, cela a permis à la marine de ne perdre aucune victime pendant la Seconde Guerre mondiale. Numéro 4, l'explosion interne. Cependant, il existe une troisième théorie qui mérite une attention particulière et une analyse détaillée. Selon certains experts spécialisés en ingénierie navale et en plongée sous-marine, le sous-marin aurait pu être victime d'une explosion interne, une possibilité qui a suscité de vifs débats au sein de la communauté scientifique. Une torpille aurait pu exploser à l'intérieur du tube lance-torpille ou au moment précis de son lancement. Une situation catastrophique qui aurait été dévastatrice pour l'équipage et la structure du sous-marin. Cependant, après des études approfondies des preuves disponibles, les schémas de dommages observés et la déformation particulière de la coque causée par l'explosion ne correspondent absolument pas aux indicateurs typiques d'une explosion interne, ce qui ajoute une nouvelle couche de complexité à l'énigme. En définitive, la véritable raison du naufrage du 869 demeure un mystère complet qui défie les explications conventionnelles. La marine américaine détient sans aucun doute la réponse définitive à ces questions, mais il faudra beaucoup plus de preuves et d'éléments irréfutables pour convaincre toute personne impartiale qui examine l'affaire. Cependant, les mystères entourant cet incident ne s'arrêtent pas encore là. Il reste encore une dernière pièce de ce puzzle complexe que je ne vous ai pas encore révélé, un élément qui pourrait changer notre compréhension de tout ce qui s'est passé. Numéro 3, un survivant improbable. Comme je l'ai mentionné précédemment, le U-869 comptait un total de 56 membres d'équipage sur sa liste officielle, mais lors du décompte minutieux des restes récupérés, seuls 55 corps ont été retrouvés. Cette différence numérique a une explication très particulière qui implique l'un des membres d'équipage qui, par un concours de circonstances, a réussi à éviter le destin tragique de ses compagnons. Herbert Biskowski, qui occupait le rôle important d'opérateur radio assigné au U-869, a eu l'extraordinaire chance de ne pas se trouver à bord lors du dernier voyage fatidique du sous-marin. La raison de son absence était une grave maladie. Herbert Biskowski avait contracté une grave pneumonie, compliquée en plus par une pleurésie, seulement quelques jours avant la date prévue pour le départ du sous-marin. En raison de la gravité de son état de santé et suivant les recommandations du personnel médical, les officiers supérieurs ont pris la décision de le laisser à terre pour qu'il se rétablisse, tandis que le reste de l'équipage poursuivait ses obligations comme prévu. Dans un tournant inattendu du destin, Guziewski est devenu une pièce maîtresse pour établir définitivement l'identité des restes du 869, grâce à sa capacité à reconnaître un détail précis, le nom de famille Hornberg, soigneusement gravé sur un couteau récupéré, appartenant à son camarade et également opérateur radio, Martin Hornberg. Cette identification positive de la part de Guziewski a apporté la confirmation supplémentaire nécessaire, vérifiant sans l'ombre d'un doute que les restes retrouvés correspondaient bel et bien au U-869. Pendant une longue période après cette confirmation d'identité, on a considéré que tous les mystères liés au U-869 étaient entièrement résolus et classés, mais récemment, une découverte surprenante est venue rouvrir l'enquête. Numéro 2, la chambre scellée. Selon des sources en ligne, les plongeurs ont découvert une partie scellée du sous-marin qui était restée inaccessible pendant très longtemps en raison de limitations technologiques. Mais en 2024, il a finalement été possible d'y accéder, et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur va profondément impressionner. À l'intérieur du compartiment, tout était parfaitement conservé, comme si le temps s'était arrêté. À l'intérieur, les plongeurs ont trouvé des vêtements, des boîtes de rations, des journaux de bord et d'autres articles de première nécessité. Mais il y avait autre chose qui a immédiatement attiré l'attention des plongeurs. C'était une dague cérémonielle avec la devise d'une des unités d'élite allemandes gravée dessus.
À côté se trouvait une boîte scellée contenant un uniforme de cérémonie de la Kriegsmarine, avec le brassard à croix gammée et l'insigne de l'aigle de fer. Les plongeurs ont également trouvé une boîte remplie de souvenirs nazis et un drapeau nazi dans un état étonnamment beau. Il était plié avec une précision militaire. De plus, il y avait un livre de code et une pile d'affiches de propagande nazie à côté du drapeau. La nouvelle de cette découverte n'a jamais été rendue publique pour des raisons évidentes. La découverte de ces objets soulève une grande question sur le véritable objectif de LU-869. S'agissait-il simplement d'un sous-marin de patrouille ou y avait-il autre chose? À en juger par le contenu de ce compartiment, il est possible que LU-869 ait été en mission secrète pour déposer des agents infiltrés sur les côtes des États-Unis. Cela expliquerait pourquoi le sous-marin était resté silencieux même en situation d'urgence. Il était en mission secrète qui, en aucune circonstance, ne devait être rendue publique. Numéro 1. Une découverte significative. Malheureusement, cette théorie n'a pas encore été confirmée. Mais si elle s'avère vraie, l'ampleur de la machine de propagande et du réseau d'espionnage de l'Allemagne était bien plus grande qu'on ne le pensait. De plus, il existe d'autres préoccupations liées à la découverte d'un sous-marin allemand aussi près des côtes américaines. L'épave prouve que les sous-marins allemands s'aventuraient jusqu'aux côtes américaines pour couler tout navire transportant des fournitures de guerre vers l'Europe. Cela devint un problème si grave que les routes maritimes près de la Caroline du Nord furent connues sous le nom de corridor des torpilles. La présence du 869 démontre que, même à la fin de la guerre, les sous-marins allemands représentaient toujours une menace dans ces eaux. Le 869 nous révèle autre chose, l'histoire est écrite par les vainqueurs. La véritable histoire du 869 aurait été perdue si ce pêcheur n'était pas tombé sur d'Ilmagle au bon moment et au bon endroit. Sans le dévouement et les sacrifices de tous ces plongeurs, le mystère de l'épave au large du New Jersey serait resté simplement cela, un mystère. Qui sait combien de navires et de sous-marins comme le 869 restent encore à découvrir dans le monde entier, leur disparition ayant été faussement déclarée pour justifier les pertes d'un pays pendant les guerres mondiales. C'est ainsi que nous terminons pour aujourd'hui. Selon vous, comment le 869 a-t-il réellement coulé? Partagez-moi vos théories dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.